Bonjour, nous allons attaquer notre dernier gros chapitre de l'année, connaître une activité polymorphe qui englobe donc les notions de démonstration, de matière et esprit et du vivant. Ces trois notions vont s'enchaîner dans le cadre de notre programmation et correspondront à trois vidéos. Une vidéo globalement introductive et consacrée ensuite à la notion de démonstration, une vidéo consacrée à matière et esprit et une vidéo consacrée à la notion du vivant. Alors nous allons commencer par une première définition de la connaissance. La connaissance se définit selon le modèle de Platon dans le Thé et Tête, se définit comme étant une croyance justifiée. Elle se distingue, et ça va vous rappeler le chapitre du début d'année sur la vérité, elle se distingue du préjugé, qui est un jugement avant le jugement vrai, un jugement auquel on adhère sans preuve, car il provient d'une figure d'autorité, une figure de confiance. Ça se distingue aussi de la croyance, ici en son sens large et non en son sens strict, à savoir donc un énoncé auquel on adhère. Donc une connaissance, c'est une croyance, mais une croyance justifiée. Alors on le voit ici, en fait, la connaissance, elle finalement implique l'idée d'une vérité, mais elle implique que ce soit une vérité à laquelle on croit, et elle implique l'idée de croyance, mais que ce soit une croyance vraie, c'est-à-dire une croyance justifiée. Nous allons revenir sur cette idée de justification. Une justification, c'est ce qui passe par une preuve. Or, il existe plusieurs sortes de preuves. Les preuves matérielles, les indices, les objets, on peut penser à une enquête policière, les preuves linguistiques, le témoignage, le plaidoyer, l'argumentation. Je sais que vous en avez beaucoup lu l'année dernière. Une preuve empirique, c'est-à-dire relativement à l'expérience, une expérience qui peut être vécue, mais qui peut être l'expérience au sens scientifique du terme, qu'on va donc plutôt ici appeler une expérimentation, ou encore une preuve logique et mathématique, c'est-à-dire la démonstration au sens strict. Et c'est cette notion qui va véritablement faire l'objet de notre interrogation. Alors, nous allons dans un premier grand axe aborder la question des limites de la démonstration. Alors, la démonstration, elle implique deux sens. Un sens large, qui est l'action de montrer, de manifester, d'où cette espèce de petit écran qui insiste sur l'idée de manifester, mais qui peut, dans un sens strict, être un raisonnement qui établit la vérité d'une proposition déductivement, c'est-à-dire en la rattachant par un lien nécessaire à d'autres propositions admises comme vraies ou antérieurement démontrées. Là, on est dans le sens strict, nous allons revenir sur ces deux sens. Au sens large, donc la démonstration, c'est l'idée de manifester, d'exprimer, de montrer. Ça a un ancrage empirique, donc dans l'expérience, et généralement l'outil c'est le corps et la parole. Alors je vous ai donné deux illustrations. Ici, le baiser de l'hôtel de ville de Douaneau, qui est un photographe extrêmement connu. Donc là, l'homme et la femme se manifestent, expriment par le biais de leur corps, donc par le biais du baiser, leur amour, ou en tout cas leur attirance sexuelle, selon. Ici, vous avez une manifestation, donc une manifestation non pas Lego mais Playmobil, donc d'individus en gilet jaune qui manifestent selon certaines, enfin qui manifestent pour certaines revendications. Face à eux, donc les CRS. On a l'idée de manifestation, de manifester un désaccord, de manifester une colère. Et c'est intéressant parce que le mot manifestation en allemand se dit Demonstration, qui veut bien dire que on entend un sens large de la démonstration, c'est-à-dire la manifestation. Le sens strict de la démonstration, c'est un sens qu'on va appeler logique et formel. Cette démonstration, dans ce sens strict, va être a priori, rappelez-vous, nous avions vu ça dans les méditations métaphysiques de Descartes, a priori, indépendamment de l'expérience, non empirique, c'est-à-dire que ça ne fait de nouveau pas appel à l'expérience, et elle implique, en mathématiques ou en logique, des axiomes, des définitions et des déductions. Nous allons voir ça par la suite. Donc, définition, axiome, définition et déduction. L'axiome, c'est une proposition indémontrée et indémontrable qui s'impose avec évidence à l'esprit. Une définition, c'est le fait de déterminer les caractéristiques d'un concept, d'un mot, d'un objet, etc. C'est d'énoncer l'ensemble des propriétés essentielles de quelque chose. Alors ce qui est intéressant dans le mot définition, c'est l'idée de fini. En fait, une définition, c'est ce qui va mettre des frontières à un mot et ce qui va donc distinguer un mot d'un autre, distinguer un concept d'un autre.
Et déduction, c'est l'enchaînement de propositions suivant des règles définies, constituées par des axiomes et des règles d'inférence. Je vous fais un petit rappel, nous avions vu la distinction entre déduction et induction. Je ne reviens pas dessus, mais si vous voulez revoir ça, c'est dans le cours sur la vérité, avec l'exemple de la dinde qui fait une induction selon laquelle chaque jour le fermier lui donnera à manger, et finalement nous avions vu à ce moment-là les limites de l'induction. Alors la problématique de ce cours est la suivante. Dans quelle mesure faut-il chercher à tout démontrer, alors que la démonstration au sens strict repose sur des axiomes qui sont des principes indémontrables? Alors pour illustrer cette problématique, je voudrais m'attarder un peu sur un texte de Pascal, Blaise Pascal, l'inventeur de la machine à calculer, donc dans un texte qui s'appelle De l'esprit géométrique. Alors je vais vous lire le texte, je vous ai mis en gras les éléments importants. Cette véritable méthode qui formerait les démonstrations dans la plus haute excellence, s'il était possible d'y arriver, consisterait en deux choses principales. L'une, de n'employer aucun terme dont on eût auparavant expliqué nettement le sens. L'autre, de n'avancer jamais aucune proposition qu'on ne démontrera par des vérités déjà connues, c'est-à-dire, en un mot, à définir tous les termes et à prouver toutes les propositions. Donc là, vous avez les deux critères de la démonstration, la nécessité de tout définir, donc d'une démonstration valide, d'une très bonne définition, donc la nécessité de tout définir et la nécessité de tout démontrer. Et ensuite, Pascal continue, certainement cette méthode serait belle, mais elle est absolument impossible, car il est évident que les premiers termes qu'on voudrait définir en supposeraient de précédents pour servir à leur explication, et que de même, les premières propositions qu'on voudrait prouver en supposeraient d'autres qui les précédassent. Et ainsi, il est clair qu'on n'arriverait jamais aux premières. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'après nous avoir dit ce qui était en théorie une excellente démonstration, en utilisant le conditionnel, et c'est pas un hasard, il va nous montrer qu'en fait, cette démonstration, en soi, elle est impossible. Ce serait génial d'y arriver, ce serait génial de pouvoir démontrer. Or, en fait, elle se heurte à un problème qui s'appelle la régression à l'infini. Alors, je vais revenir dessus, sur ce point, sur cette idée de l'argument de la régression à l'infini, mais nous le voyons maintenant. Alors, le problème de la régression à l'infini, c'est que, selon cet argument, toute proposition requiert une justification. Si je dois tout démontrer, je dois démontrer aussi ce qui me permet de démontrer. Et dans ce cas-là, en fait, je vais me retrouver dans une chaîne, un peu comme l'indique l'image, de la démonstration. Je vais devoir démontrer des choses, pour démontrer des choses, pour démontrer des choses, démontrer des choses. Et je ne vais pas en finir. De même, avec l'idée d'une définition, je vais devoir définir un terme, mais je vais devoir aussi définir les termes qui m'ont permis de définir, jusqu'à certains points qui, finalement, jusqu'à certains termes que je n'arriverai pas à définir. Si on prend un exemple, par exemple, de définition, ce qui est supposé dans toute définition, c'est le verbe être. Or, pour définir le verbe être, j'ai besoin du verbe être. Et donc, on voit que finalement, on est face à des indémontrables, les axiomes, et on est face à des indéfinissables, certains termes que Pascal appellera des termes primitifs. Alors, conclusion. Premièrement, il y a des limites internes à la démonstration, car tout ne peut être démontré, car la démonstration repose sur de l'indémontrable et de l'indéfinissable. Il y a des choses qu'on n'a pas le temps de définir, mais il y a des choses qu'on ne parvient pas à définir. Donc là, les limites internes à la démonstration sont celles-là, mais il y a aussi les limites externes à la démonstration. Il y a des domaines qui ne relèvent pas de la démonstration au sens strict. Nous avons vu dans le cours sur la religion que l'existence de Dieu, selon Pascal, ne pouvait être démontrée, ça n'avait aucun sens. On pouvait croire en Dieu, on était dans l'ordre du sentiment, dans l'ordre de la foi, sans eux, je vous le rappelle, mais c'était absurde de démontrer cette existence de Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que Pascal avait dit de Descartes qu'il était inutile et incertain. Il entreprenait une entreprise, disons, une démarche plutôt, qui n'avait aucun sens pour lui parce qu'on était dans un ordre qui ne relevait pas de la démonstration. On a aussi l'exemple des sentiments. Ça n'a aucun sens de vouloir démontrer par A plus B sans faire appel à l'expérience que vous êtes amoureux de quelqu'un. Ça ne marchera pas. Alors comme exemple de cela, on peut prendre l'exemple de The Big Bang Theory, qui est une série globalement qui s'adresse à tout public, mais qui s'adresse surtout aux geeks. Et en fait, Sheldon est un être qui ne rêve que d'une seule chose pendant, je dirais, les 6 premières saisons de
de la série, c'est d'être un être purement rationnel, qui n'éprouve pas de sentiments, qui ne se laisse pas en tout cas envahir par ses sentiments. Or, quand il rencontre Amy, il se rend bien compte que sa raison n'est pas suffisante, ne peut pas tout expliquer, et que effectivement les sentiments ne se démontrent pas rationnellement, mais se manifestent, comme on peut voir à l'image. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout démontrer? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui ne relèvent pas de la démonstration? Tout simplement parce que l'homme n'est pas pure raison, il est aussi composé d'une dimension sensible. Ce qui va nous amener à la transition avec la vidéo de la semaine prochaine. L'homme n'est pas que pure raison, il serait composé, et on interrogera cette composition, de matière et d'esprit. Voilà, ça c'était la vidéo sur la démonstration. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous ai concocté un petit QCM assez rapide à faire pour faire un petit bilan de cette première vidéo. Je vous souhaite en attendant une bonne semaine et à très bientôt. Nous, on se voit pour les TS1 lundi. Donc vous n'aurez peut-être pas encore regardé cette vidéo, donc peut-être que on se sera déjà vu. Et pour les TS3, on se verra ou où je vous aurai vu, enfin vu est un bien grand mot, jeudi. Bonne semaine à tous.